Bonjour à tous, c'est Clément Rocher, journaliste de l'Étudiant. Ce matin, je suis accompagné de Florian Dresne, professeur d'histoire géo. Bonjour Florian. Bonjour Flamand. Et nous allons corriger ensemble l'épreuve d'histoire géo, enseignement moral et civique du brevet. Florian, d'une manière générale, qu'avez-vous pensé de l'épreuve? Alors c'est un sujet très classique, avec en histoire un chapitre que normalement les élèves connaissent et ont tous bien étudié, qui est la Seconde Guerre mondiale, la question du génocide qui a eu lieu au D'accord. cours de ce conflit. Et ensuite, peut-être la petite difficulté, c'est que le développement construit est en géographie. Les élèves sont parfois moins à l'aise avec ça, mais c'était assez simple. Bon. Je vous propose qu'on commence par corriger donc le premier exercice, la première preuve. Il s'agissait de l'histoire et donc il portait sur la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y avait un document, enfin, il y en avait même deux, et la première question concernait le premier document. Il fallait identifier la nature et l'auteur de ce document. Oui, donc le premier document, c'était en fait un témoignage de Ginette Kolinka qu'elle a publié en 2020 dans un livre qui s'appelle Retour à Birkenau. Ginette Kolinka, c'est une rescapée du camp d'Auschwitz-Birkenau, où elle a été déportée en 1944. Très bien. Ensuite, il fallait relever trois passages du texte qui montrent différentes formes de violence que subissent les déportés. Oui, donc différentes formes, donc il fallait à chaque fois varier. Moi, j'ai relevé notamment si l'une d'entre nous défaille ou sort du rang, du rythme, elle est frappée. Donc on est dans la violence physique. On a également des heures au garde à vous, gelées, tremblantes, épuisées. On est dans une forme de violence avec ces corps qui sont meurtris par les conditions du lieu. Et aussi la faim qui est évoquée à la fin du texte. Prenez un pain de mie, coupez-le en 5. Vous obtenez une tranche de pain de quelques centimètres d'épaisseur par personne. C'est le repas du soir, de tous les jours, de tout le monde. Donc une autre forme de violence qui est la faim. D'accord. Et on avait encore une question. Préciser à qui est confiée la surveillance des déportés dans le camp. Donc cette surveillance est confiée au capot. K-A-P-O, c'était mentionné dans le texte. Très bien, donc simple, voilà, il n'y avait pas besoin C'est ça. de Les plus. capots sont des détenus, la plupart du temps, de droit commun, qui sont là et qui sont les chefs du camp. Très bien. Ensuite, on avait un deuxième document qui montrait voilà, la sélection des déportés par les SS à l'arrivée au camp d'Auschwitz-Birkenau. Et il fallait décrire à partir donc, de cette photo le processus de sélection des déportés à leur arrivée au camp. Donc là, le document qui était présenté, c'est une photographie. On voyait deux rangées de personnes. Si on regardait bien, la rangée de gauche est constituée essentiellement de femmes, d'enfants et de personnes âgées. La rangée de droite est constituée d'hommes en âge de travailler. Ces deux rangées, en fait, sont ce qu'on appelle la sélection. Celle de gauche, constituée des femmes et des enfants, et a pour vocation d'aller directement dans les chambres à gaz et d'être exterminée. La colonne de droite, celle des hommes, entre dans le camp de concentration pour travailler, où ils meurent d'épuisement. D'accord. On avait encore une question qui portait cette fois-ci sur les deux documents. Expliquer à partir de l'exemple du camp d'Auschwitz-Birkenau que les Juifs sont victimes d'un génocide. Donc là, il fallait bien reprendre les trois critères qui permettent d'évoquer un génocide. C'est-à-dire qu'on a un projet idéologique, là en l'occurrence d'exterminer les populations juives et tziganes. On a également la stigmatisation d'un groupe. Ces groupes sont dénoncés, pointés du doigt par le régime nazi. Et on a un projet qui est mis en pratique clairement. On le voit là, en l'occurrence, dans le cas de la famille de Ginette Kolinka, où elle est la seule de sa famille à revenir vivante de déportation. Donc on voit très bien qu'on a ici la mise en œuvre du génocide des Juifs et des Tziganes. D'accord. Je vous propose maintenant qu'on passe au deuxième exercice, là qui portait donc sur la géographie, la France et l'Europe dans le monde. D'abord, les élèves devaient donc rédiger un développement construit, donc d'une vingtaine de lignes, montrant la place et l'influence culturelle, géopolitique et économique de la France et de l'Europe dans le monde. Qu'est-ce qu'on pouvait dire là-dessus? Alors là, c'était clairement le sujet de votre chapitre, lu en cours, hein, c'est la problématique du cours. Il faut juste pas essayer de se perdre, il faut essayer justement de ne pas se perdre et donner des exemples. C'est toujours important de donner des exemples précis. Le plan, ça peut être simple, hein, la France dans le monde et l'Europe dans le monde. La France, tout d'abord, qui est une puissance économique. Là, vous pouvez évoquer que c'est la 7e puissance économique mondiale, qu'elle est juste derrière l'Allemagne dans l'Union européenne. Vous citez l'exemple de firmes transnationales comme AXA, comme Total, comme LVMH. Et vous évoquez aussi le fait qu'elle possède une grande zone économique exclusive, hein, des eaux qui lui appartiennent, grâce à ces territoires ultra-périphériques, ces régions ultra-périphériques. Vous évoquez également le fait que ces régions et territoires ultra-périphériques permettent de développer cette culture, ce qui nous permet d'évoquer le rayonnement culturel de la France dans le monde, avec la francophonie, on va enchaîner là-dessus, 274 millions de personnes qui sont francophones dans le monde.
Vous pouvez citer l'exemple des lycées français qui sont très présents à l'étranger, qui sont de grande renommée. Et ensuite, différents aspects de la culture. Alors évidemment, on a le cinéma, par exemple, avec le Festival de Cannes, qui, pour la première fois en 2015, a rapporté plus d'1 milliard de dollars. L'art de vivre à la française, tout ce qui constitue le soft power, en fait, de la France. Et également une influence géopolitique mondiale. Ça, on l'a vu avec notamment la conférence, la COP21, en 2015, les accords sur le climat qui étaient à Paris. Et également, quelque chose de très important à dire, c'est que la France est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Et à ce titre, elle a une influence géopolitique très forte, puisqu'elle est une puissance majeure. Elle possède le 2e réseau mondial d'ambassades et de consulats. Pour parler maintenant plus de l'Europe, déjà, c'est une puissance économique et financière, avec la puissance du marché commun. Et 40% des échanges mondiaux sont effectués dans cette Union européenne, ce qui représente 23% de la richesse mondiale. C'est une puissance financière qui repose sur 3 piliers, une monnaie unique, l'euro, les places boursières majeures et des banques de dimension internationale. Donc là, on est entre l'Union européenne et l'Europe, puisqu'en fait, on a des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui sont quand même membres du marché commun. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'évoquer les deux, en précisant bien que l'Union européenne et l'Europe sont 2 choses différentes. On peut évoquer aussi le soft power de l'Europe et de l'Union européenne. L'Union européenne a reçu en 2012 le prix Nobel de la paix. Et évoquer peut-être enfin les limites de cette puissance européenne. Il y a une difficulté à se mettre d'accord entre différents États et on n'a pas une politique étrangère vraiment commune à l'Union européenne, par exemple. Donc effectivement, en disant tout ça, on pouvait facilement arriver à une Oui, vingtaine de lignes largement. quand même. Alors que serait le brevet d'histoire géo sans sa carte? Voilà, encore cette année, on en avait une. Et pour commencer, il fallait donc nommer sur la carte 3 pays membres de l'Union européenne de son choix. Oui, alors là, on va jouer stratégique. On place la France, par exemple, les pays voisins, l'Espagne, l'Italie. L'erreur à ne pas faire, c'était de ne pas placer le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union européenne. Et il fallait également nommer 3 métropoles européennes, là aussi de son choix. Mettez Paris, hein. Jouez Madrid, Rome, Berlin, mettez vraiment les capitales qui vous viennent, les métropoles pardon, qui vous viennent, c'est le plus simple. Ensuite, à l'aide du figuré de la légende, situer et nommer une métropole siège d'une institution de l'Union européenne de son choix. Donc le figuré, c'était un losange noir, il fallait le replacer. On pouvait citer Bruxelles, où il y a de différentes institutions de l'Union européenne. Vous auriez pu aussi placer Luxembourg, mais qui était un peu plus petit, ou encore Strasbourg, mais qui n'était pas placé sur la carte. Dans la légende, réaliser un figuré correspondant à la mégalopole européenne. Bon, c'est ce que parfois on a appelé la banane bleue, hein. Donc si vous faites un petit figuré ponctuel avec en bleu, la couleur traditionnelle de l'Union européenne, alors celle-ci part du Royaume-Uni, donc de l'Angleterre, qui n'est pas membre de l'Union européenne, et va jusqu'au nord de l'Italie en englobant toute cette région. Elle laisse Paris de côté. Paris n'appartient pas à la mégalopole européenne. Très bien, parfait pour la carte. Et pour terminer, il y avait également une épreuve d'enseignement moral et civique et qui portait cette année sur l'engagement dans le service civique. Donc, on avait deux documents. Donc, la première question portait sur le document numéro 1, relever 2 avantages pour un jeune qui s'engage dans le service civique. Alors, les 2 avantages qui sont mentionnés ici, ce sont les 601 € d'indemnisation ou encore l'expérience unique que propose ce service civique. Tout simple. Et le document 2, donc, identifier les 2 expériences d'engagement de Bastien. Donc l'engagement, c'est le fait de consacrer une partie de son temps à une cause, hein, qui n'est pas forcément la sienne. Donc lui, il s'est engagé pour les Restos du Cœur, donc ça c'est un engagement associatif, et pour le service civique, du côté d'Avignon. Très bien. Il fallait également préciser une valeur de la République à laquelle l'engagement de Bastien peut être associé. Donc là, il fallait bien se rappeler quelles étaient les valeurs de la République. Ici, c'est en l'occurrence la fraternité. Je rappelle juste que les 3 valeurs sont liberté, égalité, fraternité. Là, en l'occurrence, c'était la fraternité. Très bien. Alors ensuite, la dernière question de l'examen, il fallait peut-être écrire voilà, un peu plus. Donc je lis l'intitulé. Bastien vient témoigner dans votre collège. À la suite de son témoignage, choisissez un des 10 domaines du service civique et présentez une action que vous souhaiteriez mener en montrant les liens avec les valeurs de la République. Donc là, il fallait bien choisir les 3 valeurs, liberté, égalité, fraternité. Et à partir du moment où vous argumentez, ce sera bon. Donc il n'y a pas de corrigatif. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Florian pour le corrigé.
Voilà, dites-nous en commentaire si vous pensez avoir réussi l'épreuve d'histoire géo, enseignement moral et civique. Et on se retrouve cet après-midi pour le corriger en vidéo de l'épreuve de sciences. Bon courage pour le brevet et à très vite.